Kilomètre zéro. Gare routière de Chicago, 630 West Harrison Street. Le chauffeur, une sorte de gros type hirsute et rougeau, est descendu du bus Greyhound et a ouvert les coffres à bagages. John s'est saisi de ma valise et pendant qu'il la rangeait, Isa m'a serré dans ses bras. « Tu reviens vite nous voir, hein, promis ?» John m'a tendu sa main pour que nous échangions un check, comme il m'avait appris à le faire. Point contre point, claquer les mains l'une contre l'autre, puis à nouveau point contre point en se faisant un clin d'œil. Il m'a fait un grand sourire avec ses dents toutes blanches, comme on n'en voit d'habitude que sur les affiches publicitaires, et il s'est écrié en anglais « That's my guy, and don't forget to write Sonny », ce qui veut dire « Ça, c'est un vrai petit mec, et n'oublie pas de nous écrire, fiston ». Un long coup de klaxon a alors retenti. Penché à l'extérieur de sa cabine, le chauffeur nous a crié « Vous montez, oui ou non ?» John lui a fait un signe de la main pour le calmer un peu, et nous nous sommes dirigés vers les portes de l'autocar. Au moment où j'allais grimper à l'intérieur, Isa m'a à nouveau pris dans ses bras. J'ai senti cette boule qui revenait dans mon estomac et contre laquelle je pouvais rien faire. John a posé une main sur son bras en disant « Chérie, faut qu'on y aille maintenant. » Je suis montée et j'ai tendu mon ticket au chauffeur qui m'a même pas jeté un regard. Alors que je remontais l'allée pour me chercher une bonne place, d'où je pourrais bien voir la route, j'ai entendu Isa qui parlait avec lui. J'ai pas bien compris ce qu'elle disait, mais le chauffeur lui a répondu d'un ton sec. « Je suis pas chef scout, moi, madame. Juste chauffeur. Il sait où il doit descendre, votre gamin. »« Oui, mais tout ira bien, vous inquiétez pas. Restez pas dans les portes, merci bien. Monsieur, votre ticket, s'il vous plaît. » Un homme en costume gris venait de monter dans le bus et la tante Isa a reculé sur le trottoir. J'ai vu qu'elle me cherchait du regard, alors j'ai frappé au carreau. Elle a accouru au moment où le bus démarrait. J'ai posé mes deux mains contre la vitre, je l'ai regardée une dernière fois les yeux dans les yeux et les larmes se sont mis à couler sur nos visages. J'aurais voulu courir, sortir de là, retomber dans ses bras, mais le bus commençait à s'ébranler. John a pris Isa contre lui et ils m'ont fait au revoir de la main. Nous avons quitté le quai. Je me suis plaquée contre la vitre, comme si je pouvais retenir l'instant. Quand Isabelle et John ont disparu derrière l'appui-tête, n'y tenant plus, je me suis effondrée sur ma banquette. Je n'ai pas pleuré très longtemps. La traversée de Chicago ce matin-là m'a vite changé les idées. À l'époque, déjà, c'était un véritable parc d'attractions. Je n'avais pas assez de mes deux yeux pour tout voir. Mon bus se déplaçait sous les immenses buildings comme un minuscule insecte. Autour de nous, sur les grandes avenues, les voitures fonçaient de toutes parts et se taillaient un chemin à grands coups de klaxon. Des véhicules de police noirs et blancs nous doublaient avec leurs sirènes sifflantes. Des milliers de gens marchaient sur les trottoirs d'un pas pressé. Puis soudain, au bout d'une avenue, nous débouchions sur un pont magnifique qui enjambait un canal. Pendant quelques instants, tout redevenait calme. Et une fois le pont franchi, le bruit revenait d'un coup. Je tournais la tête dans tous les sens, la bouche grande ouverte. Paris à côté m'apparaissait à peine plus grand que le village d'Astérix. « Ça va mieux ?» J'ai levé la tête. Au-dessus de moi, penché sur le dossier de sa banquette, j'ai vu cet homme qui me regardait en souriant. Celui qui était monté juste après moi. Je l'avais remarqué parce qu'il portait ce costume gris un peu démodé et qu'il ressemblait à l'un des acteurs préférés de mon père. J'ai repensé aux nombreux avertissements que tante Isa m'avait donnés tandis que nous roulions vers la gare routière. « Et surtout, tu ne parles à personne, d'accord ?» Je me suis donc contentée de répondre au type en haussant les épaules. Il m'a fait un clin d'œil avant de reprendre sa place. Et puis soudain, tout s'est arrêté. Plus de bruit à part le ronronnement du moteur sous mes pieds. Plus de tours immenses, juste l'horizon autour de nous et cette route toute droite qui semblait ne pas avoir de fin. Ça y est, nous venions de quitter Chicago. C'est alors que je me suis retournée et que j'ai vu la ville qui s'éloignait par la vitre arrière. On aurait dit un gigantesque navire posé sur une mer calme. C'était ça aussi les États-Unis en 1976. Des villes monstrueuses posées au milieu de nulle part. Pendant quelques kilomètres, nous avons encore traversé des zones commerciales avec de grands parkings, plein de voitures qui étincelaient sous le soleil ardent. Puis tout cela aussi a disparu. À mon poignet, j'ai regardé la montre que papa m'avait achetée au cours de notre escapade aux chutes du Niagara. Sur le cadran, il y avait un magnifique Captain America
qui brandissait son bouclier en vibranium et semblait prêt à vous sauter dessus. Il était 1h de l'après-midi. J'ai ouvert le sac en papier que m'avait donné John, j'ai déballé le double cheeseburger et j'ai mordu dedans avec délice. Les petites tranches de cornichons craquaient sous mes dents, le goût sucré des oignons a empli mon palais et je me suis enfin détendue. Je me suis calée contre le dossier de mon siège, j'ai ouvert ma canette de coca et j'ai tourné le visage vers la vitre pour regarder défiler le paysage. De grands champs s'étalaient à perte de vue. J'étais bien. J'étais même mieux que bien. À cet instant, j'aurais aimé que ce voyage ne s'arrête jamais, que cette route continue sur des milliers de kilomètres. J'aurais voulu être comme ces gens autour de moi, un Américain qui se déplace d'une ville à l'autre et pas un petit Français qui s'apprête à rentrer chez lui. Moi aussi, je voulais faire partie de ce rêve-là. J'ai dégusté ma dernière bouchée de hamburger et j'ai vidé mon coca d'une traite. Le chauffeur a tendu une main vers le petit poste de radio qu'il avait coincé sur son tableau de bord et il a changé la station qui commençait à grésiller. J'ai aussitôt reconnu le morceau de musique. Ça faisait partie des chansons que John passait sur son autoradio quand on prenait la route chaque jour. Celle-là s'appelait Born to be Wild et ça démarrait sur les chapeaux de roue. Mon pied s'est immédiatement mis à battre la mesure.